Bonjour Véronique. Bonjour Jean-Baptiste. En ce premier jour du mois de juillet, ça fait plaisir de te revoir avec le soleil de Montpellier et moi sur les Ah, bords de Loire. Bien, écoute, bienvenue pour cette nouvelle entrevue sur la thématique nouvelle des parents, du bon ou du mauvais parent. Et c'est intéressant d'aborder ce sujet-là. Et on a pu remarquer aussi au travers de l'intérêt que cette vidéo a suscité, qui était assez mitigé, parce qu'on a l'habitude de te voir sur le sujet des relations amoureuses. Mais en fait, cette thématique-là du bon ou du mauvais parent, elle intéresse bien sûr les parents dans leur relation avec leurs enfants, mais il était aussi important de rappeler que dans les relations que l'on a tous les jours, nos relations affectives aussi, eh bien, il y a des conséquences de ce que nous, on a vécu en tant qu'enfant. Donc, c'est aussi intéressant de regarder ces vidéos avec ce regard-là de, tiens, mon enfant intérieur, est-ce qu'il a vécu ce genre de choses-là? Et là, on va essayer au travers de ces vidéos. c'est clair que quand je parle de relations amoureuses et des troubles de l'attachement, c'est sûr qu'avoir eu dans notre propre enfance des parents, entre guillemets, qu'on appelle dysfonctionnels, c'est-à-dire qui n'ont pas pu être à la hauteur de leur rôle pédagogique de parents, bah, on le sait tous, hein, Mm. ça crée des impacts, quoi. On a à l'âge adulte des impacts qu'on ne devrait pas avoir si ça n'avait pas été le cas. Bon, c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est important qu'on aborde cette thématique de comment être un bon parent ou c'est quoi un mauvais parent. Plutôt, là, on l'a pris dans le sens c'est quoi, euh, c'est quoi les traumatismes, enfin, c'est quoi les dégâts qu'il ne faut pas faire quand on est un parent. Mm. Ça vous Mm. permet de regarder, vous, vos propres parents, s'ils étaient dans le lot, en fait. C'est ça. Puis quand on parle de, donc comme tu dis bien, entre guillemets, dysfonctionnel, parce que bah, des fois, c'est pas forcément intentionnel, et puis on s'en rend pas forcément compte, et on croit on est les meilleurs parents du monde parce qu'on y met beaucoup d'attention, mais parfois c'est simplement par méconnaissance que certains actes que l'on pose ou que l'on ne pose pas ont des conséquences. Ouais. Donc, si je rappelle bien les quatre thèmes qu'on a abordés la semaine dernière, qui touchent en tout cas, qui ont des conséquences dans la structuration psychologique de l'enfant, on avait la négligence, Ouais. la surprotection, la maltraitance et les abus, hein. C'est les quatre thèmes Les quatre que l'on... gros dégâts qu'on peut faire sur des enfants. Ouais. C'est ça. Donc, les quatre prochaines vidéos, on va reprendre ces thèmes-là et puis on va essayer de les décliner. Puis tu vas nous éclairer un petit peu sur ces points. Donc, on va commencer par le premier thème, en tout cas celui qui m'intéresse aujourd'hui. C'est un thème qui passe un peu inaperçu parce que justement, ce ne sont pas des actes en tant que tels qui sont posés sur les enfants, mais plutôt l'absence de certains actes, hein. Donc, c'est la thématique de la négligence. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est que la négligence et quels sont les points qui sont soulevés dans cette thématique-là? Bah, la négligence, c'est la carence, hein. Donc, c'est l'enfant qui ne reçoit pas ce dont il a besoin. Mm. Donc, quand on dit ce dont il a besoin de quoi? Il a besoin de nourriture affective pour Mhm. se sentir en sécurité. Ça, c'est pour éteindre l'alarme du cerveau reptilien. Sinon, il est toujours en vigilance. Il ne peut pas se détendre, il ne peut pas se reposer, il ne peut pas faire ce qu'il a à faire à son âge d'enfant, selon son développement d'enfant. Donc, Donc, un manque d'affection, quoi. Mm. pas que de l'affection, c'est aussi des soins, hein. Ça peut être de l'affection, D'accord. mais ça se traduit par comment je prends soin de l'enfant qui arrive au monde, comment je l'accueille. Est-ce que j'ai la capacité en tant que parent de pouvoir déjà bien m'entourer parce que je ne peux pas tout seul des fois faire face à tous les besoins de l'enfant, hein, parce que Dieu sait si un enfant ça prend beaucoup d'énergie et faut-il encore qu'on ait suffisamment pris soin de notre propre enfant intérieur pour prendre Mhm. soin de notre enfant. Et effectivement, la négligence, ça peut être sournois parce que le parent veut bien faire, mais ne s'en rend pas toujours compte. Par exemple, un parent qui est absent, qui n'est jamais là parce qu'il bosse énormément, par exemple, ou deux Mhm. parents qui sont beaucoup absents de la maison, ou un parent qui est présent à la maison, mais qui fait présence-absence, c'est-à-dire qui est là sans être là parce qu'il, je sais pas, parce que soit il est Il fait du déprimé, télétravail. soit il est anxieux, soit il est occupé pour faire des tas de trucs. Donc, il n'a pas
ce temps à consacrer. C'est un temps, mais c'est un temps d'attention, c'est un temps de C'est qualité. ça, c'est de l'attention. Ouais. La qualité de présence, c'est du soin, c'est d'être vraiment dans le rythme de l'enfant. Si tu le berces, tu le berces, tu n'es pas en train de faire 10 trucs à la fois. Si tu lui parles en étant avec une voix plutôt douce, etc. Enfin, il y a des manières d'être en attention avec un enfant qui est aussi pas que intuitive, parce qu'on pourrait imaginer que le rôle de parent, c'est un truc qui s'invente. Bah, non, savoir dialoguer avec un enfant, savoir le poser, le porter, l'autonomie par exemple. Moi, j'avais de l'autonomie, on apprend à porter l'enfant, on apprend. C'est pas des choses qui s'inventent en fait. Il y a des trucs intuitifs, mais il y a des choses qui ne sont pas intuitives, donc ils s'apprennent. Et malheureusement, il y en a qui ne sont pas au courant, donc ils croient bien faire. Voilà. N'oublie pas que la négligence, c'était aussi négliger, c'est soit pas faire, soit faire pas ce qui est attendu, soit faire incorrect. Être en décalage par rapport, par ne pas rapport aux besoins de sentir, l'enfant. c'est ça, ne pas sentir le besoin exprimé de l'enfant en se disant il pleure, bon il a faim, mais en fait c'est pas qu'il a faim, il veut juste un bisou parce qu'il s'est cogné le genou, quoi. Voilà. Ou alors il pleure, il a pas faim, enfin oui il pleure, je lui mets un biberon alors qu'il a pas faim, tu vois. Donc c'est décalé, c'est pas voilà, c'est pas le besoin de l'enfant parce que le parent a du mal à sentir, à évaluer de quoi il a besoin. Et souvent, quand l'enfant a peur, par exemple, parce que l'enfant qui arrive sur Terre, il est effrayé, il est dans le vide incommensurable. Voilà. Donc, s'il n'est pas sécurisé par des bras, une voix douce, quelque chose qui pas trop de lumière, enfin des choses qui sont conformes à ses besoins de nourrisson, forcément, c'est violent, en fait. Donc, ça peut laisser des traces. Et c'est des formes aussi de négligence qui sont moins connues parce que peut-être on peut être présent avec son enfant, mais sans savoir ce qu'il faut faire exactement. Et donc, par exemple, on ne va pas rentrer dans ce débat-là maintenant, mais la question de est-ce qu'on laisse pleurer ou est-ce qu'on ne laisse pas pleurer un enfant, c'est le sujet clé de la négligence, quelque part. Parce qu'il y a ceux qui sont les partisans de on les laisse pleurer et puis ils vont se calmer tout seuls. Mais en fait, oui ou non, enfin bref, on ne va peut-être pas rentrer dans le débat maintenant, mais… Oui, aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup de neurosciences qui ont été faites avec des pédopsychiatres, etc. Ils se sont intéressés à ce sujet. Donc, vous trouverez des travaux, je vous laisserai le lien. Il y a aussi les travaux de Françoise Guéguen qui a travaillé là-dessus, mais pas qu'elle. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on ne laisse plus les enfants pleurer inutilement parce que, soi-disant, ça leur fait du bien, ou ils vont comprendre, ou ils vont se calmer, etc. On sait que ça fait des corruptions au niveau enfin, ça détruit les zones du cerveau. Ça oui, pas la peut-être. croissance. Et donc, ça crée des fois des impacts dangereux même pour la suite. On va voir, effectivement, on va voir après les conséquences de la négligence, mais c'est là pour continuer sur ce que ça crée. Donc, on a bien compris que la négligence, finalement, c'est un manque de quelque chose. Donc, c'est une carence, donc soit de soins, d'affection, d'attention, mais aussi ça peut être d'autres choses. Ça peut être sur un plan plus de l'instruction, de l'éducation. Alors, il y a ça aussi. Alors, ça peut être l'instruction, c'est-à-dire si les parents sont tout le temps absents et qu'ils n'ont pas le temps pour s'occuper des enfants, ou que tu as plein d'enfants et que toi, en tant que mère, tu ne sais plus où donner parce que tu es pris dans 10 000 feux, forcément, ça peut être une difficulté de savoir être à côté de l'enfant, de l'accompagner, sans forcément être trop ou pas assez. Trop présent par rapport, tu parles de l'instruction, là, c'est les devoirs, etc. Parce qu'il y a quand même, pour l'éducation, tu as quand même tout le scolaire qui arrive quand même en France, on est quand même bien équipé sur le scolaire. Donc, soit ils veulent absolument trop bien faire, être trop derrière les devoirs, mettre une pression pas possible, ce qui met souvent les enfants en échec scolaire, parce que ça leur prend la tête, puis ils apprennent que les devoirs, ça doit être, il faut le faire, on ne sait pas pourquoi, mais il faut le faire. Donc, ce n'est pas un accompagnement sain. Et puis, un accompagnement négligent, c'est aussi dans le passé, c'est-à-dire je ne suis pas là s'il y a des problèmes, quoi. Donc, c'est ni l'un ni l'autre. Donc, effectivement, c'est entre les deux, toujours quelque chose de nuancé. Et puis, ce qui est important pour l'instruction, ce n'est pas tellement qu'il faut qu'il apprenne et qu'il ait des bonnes notes, puisque ça, à un moment donné, c'est un peu
c'est les ambitions de l'éducation nationale, ce qui n'a Oui, rien à puis voir c'est avec… aussi les parents qui se mettent la pression parce qu'ils se disent que si l'enfant ne réussit pas de manière ad hoc, Bien au sûr, niveau scolaire, il va échouer, donc il va être SDF. Donc, des fois, c'est des peurs des parents, des prolongements de peur, etc. bien Mais sûr. l'important pour un parent qui accompagne un enfant, c'est d'éveiller sa curiosité par rapport à l'apprentissage. C'est ça qui est Hmm, important. C'est hmm, comment je l'accompagne à éveiller sa curiosité, à apprendre hmm, des choses nouvelles. hmm. Il ne Euh, s'agit pas parce forcément de lui apprendre des choses, mais de de lui apprendre, l'intéresser oui, à apprendre des choses. c'est ça, qu'il ait ce goût de la curiosité pour lui-même aller se stimuler. D'abord, on peut lui montrer des choses qui vont le stimuler et le faire explorer, ce qui est la phase d'exploration. On va explorer des activités. Dans musique, tu vas essayer plusieurs trucs, plusieurs instruments de musique et tu finiras par choisir ce qui t'intéresse. Mais on va stimuler sa curiosité sans le forcer. Le forcing, c'est vraiment… là, ça fera partie des maltraitances, on en parlera. Hein. Mais le stimuler pour lui apprendre à éveiller sa propre curiosité par la Hmm, lecture, par la musique, par plein de choses en fait. Hein. hmm, hmm. Parce qu'un adulte un enfant qui a été bien accompagné va devenir un adulte qui va justement être curieux Hmm, de découvrir des nouvelles choses, curieux d'apprendre, hmm, tu vois, il s'intéresse en fait. Hein. Et hmm. la curiosité, ça montre qu'il y a une partie saine qui est vivante en toi. Quand tu n'es plus curieux, quand tu es dans il faut, la tyrannie de faut faire ci, Le il faut faire ça, devoir. parce qu'il faut le faire, parce qu'on m'a dit de le faire, parce que sinon je vais mourir, je vais manquer d'argent, machin, tout ça. Tu es dans un diktat qui va t'épuiser et tu perds ce goût de la curiosité qui est le côté vivant de l'individu. Donc, c'est important hein, de le savoir, ça, et qu'en tant que parent, on est plus là, pas pour être derrière nos enfants, pour Hmm, leur hmm. mettre le fouet pour qu'ils réussissent, et sans explication, hein, réussir pourquoi, mais c'est surtout donc de faire passer nos inquiétudes, ça ne sert pas à grand-chose, et plutôt de voir comment on peut les éveiller pour susciter leur curiosité. Et parfois, les Hmm, enfants ont des goûts différents. Hein. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Et il y a hmm. des âges où on aime les épinards et après on les aime plus. Et il y a des fois où on aime les mathématiques, après on n'aime plus. Il y a des fois où on s'intéresse au violon, si on démarre le violon, et après on s'y intéresse pas. Et ceci n'est pas très grave en soi. C'est Hein. pas grave en soi, effectivement. Parce que il y a des âges où, et puis après, l'enfant qui a goûté à ça peut récupérer derrière, plus tard à l'adolescence, etc., en disant, ah oui, bon, j'ai laissé un peu tomber, mais ça me plaisait bien, finalement, j'y retourne. Oui, puis on sait pas, on connaît pas forcément les raisons de l'intérêt ou du désintérêt, puisque ça peut être simplement parce qu'il y a un copain qui est là et que je veux pas le voir, ou C'est ça peut ça, être par rapport à une compétition avec son frère ou sa sœur, etc. ça. Et donc, une fois qu'on va creuser en tout cas l'éveil et la curiosité, il y a la question aussi de l'échec ou de la réussite. Donc, est-ce que Ça, c'est très important. Ça, c'est un thème extrêmement important que tu soulèves parce que la plupart des adultes qui ont des troubles de l'attachement ont des problèmes narcissiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas… Narcissique, c'est… Narcisse, hein, c'est est-ce que je suis est-ce que assez je beau, belle, peux… intelligente? Et donc, souvent, ils n'ont pas été assez encouragés. On dit dans notre jargon qu'ils n'ont pas reçu suffisamment de signes de reconnaissance positifs, caresses verbales et physiques, pour les soutenir, hein, pour leur donner un socle pour croître. Comme une plante, tu mets de l'engrais et donc ta plante, moi j'en ai plein, hein, si je ne mets pas d'engrais, donc c'est important de les soutenir et de les valoriser. On ne les valorise jamais assez, nos enfants. Même si, quand ils font un dessin, n'importe quoi, ah ouais, c'est beau ton truc, c'est chouette et tout. Donc il faut toujours être fier d'eux quelque part. Et il n'y a jamais trop de je suis fier de toi ou je trouve ça super ce que tu fais, c'est chouette. Et quand l'enfant n'y arrive pas, parce que par rapport à d'autres en compétition, etc., et qu'il a l'impression qu'il marronne dans son jus, qu'il n'y arrive pas, c'est important de soutenir aussi les erreurs en disant mais c'est pas une erreur, c'est pas forcément grave. Bah, de toute façon, tu vas finir par y arriver, patience, etc. Mais c'est vraiment soutenir, c'est encourager. Encourager, c'est extrêmement important. Plutôt que d'appuyer sur il faut réussir, réussir, perdre, tu vois. Là, Bah ça, c'est le truc après, le stade de la performance, tu vois. c'est ça. Puis il y a le glissement après sur la question de la surprotection où finalement notre enfant devient le roi. Mais bon, ça, on abordera ça peut-être On dans s'en verra l'autre, plus tard, mais c'est on vrai, verra cette dans question une de autre vie, dans je une veux que autre mon vidéo. enfance réussisse à tout prix, ça, c'est une problématique souvent majeure. Et Ouais. là, on était plutôt dans le thème de la Voilà, on va négligence. rester sur la Je pense, négligence. là, c'est plutôt négligence et je stimule pas. Enfin, je ne suis pas au courant qu'il faut stimuler l'enfant, mais stimuler, c'est pas surstimuler, mais stimuler dans le sens d'éveiller sa curiosité, son intérêt. Hein. Et puis de lui Et dire qu'il a toute sa l'encouragement. place. Et de lui dire qu'il a toute sa place dans ce monde et qu'il Hein. a raison de faire un dessin, même si c'est pas le plus beau des dessins, c'est C'est pas toujours le plus Picasso. beau pour nos enfants. Il faut Mais toujours qu'il c'est le soit plus beau. beau.
qui peut faire. C'est ça. Et alors, est-ce que… Et ça, c'est extrêmement important parce que ces manques d'encouragement, que ce soit sur la beauté physique, que ce soit sur les compétences qu'il fait, un dessin, la cuisine, n'importe quoi, enfin tout ce qui touche les jeux, etc. C'est toujours important d'encourager, mais vraiment de manière ostentatoire. Plus vous le faites, et mieux ça marche. Donc, D'accord. faire comme si c'était banal, banaliser, faire comme si c'était normal, ça, c'est pas bon, c'est mauvais comme attitude. Il faut vraiment en rajouter des couches, donner beaucoup plus de signes de reconnaissance qu'on le ferait à la copine d'à côté, ou etc. Parce que les enfants en ont En tant besoin que parent, en tout cas, de se c'est structurer. important. Et donc là, on est bien dans quelque chose autour du narcissisme, mais est-ce que en termes de… parce que du coup, ça peut venir aussi s'opposer à la question de la limite. Jusqu'où je peux aller? Est-ce qu'un manque de limite, c'est aussi, ça fait partie de la thématique de la négligence? Ben oui, parce que quand c'est excessivement sans limite, c'est-à-dire que si les parents, par exemple, si c'était un bon exemple, les parents sont carrément absents, ouais, ça me fait plus. C'est les aléas du direct. Veuillez nous excuser, c'est la pause publicité pour la girafe et le ballon arrière. C'est l'impro qui fait ça. Donc, si les deux parents sont absents, bon, bah, ils bossent du matin au soir, et bon, c'est ça. Et donc, du coup, l'enfant se trouve livré à lui-même. Ça arrive, ça. Hein. Et bah, il se débrouille avec ce qu'il y a là autour de lui, ce qui est en lui. Bon, il fait comme il peut, mais enfin, bon, c'est un peu au secours, quoi. Et donc, quand il n'y a pas de cadre structurant lié à une instance qu'on appelle le parent normatif positif, qui est une instance du parent. Tu vois, normalement, quand on exerce une fonction de parent, on exerce aussi une fonction de parent nourricier, c'est-à-dire ce qu'on appelle un parent nourricier, c'est je prends soin de toi, je suis dans la bienveillance, je t'écoute, j'écoute tes besoins et j'essaye, dans la mesure du possible, de les satisfaire. Et le parent normatif, c'est le cadre. Je mets un cadre. Quand, comment on va faire ça, à quelle heure. S'il pleut, on ne va pas sortir dans la rue jouer parce que là, ça ne va pas être intéressant d'aller se balader. On sortira un peu plus tard quand il fera beau. C'est des limites qui sont saines. Tu ne mets pas le doigt dans la prise parce que tu peux essayer, mais tu vas voir, tu vas te faire mal. Donc, mettre un cadre structurant, c'est un cadre protecteur qui augmente la structure aussi de l'enfant. Donc, ça, c'est des limites saines. Mais on ne met pas de limites sans expliquer à l'enfant pourquoi Pourquoi on les met? explique pourquoi on met ces limites. Bien sûr. Bon, ça ne fait pas sens. Donc, pour que l'enfant intègre les règles, il faut qu'elles aient du sens. Sinon, il va exécuter des règles sans comprendre le pourquoi. Il va vous obéir bêtement. Là, il va modéliser, il va faire puisque maman a dit que, donc je vais faire comme maman elle a dit que, mais je n'ai toujours pas compris pourquoi on fait ça. Et un beau jour, soumission, rébellion. Il ne va pas du tout faire parce qu'il n'a toujours pas compris pourquoi on le fait, ce qui va donner naissance à tous les excès divers et variés. Donc sûr, là, par rapport à ce que tu dis, cette notion de limite, l'accompagnement des parents, à travers le parent normatif positif, ce qui donne la structure, c'est de l'aider à comprendre le sens des règles pour que lui-même puisse se donner ses propres limites et être responsable de se fixer par la suite en grandissant ses propres limites. Ses limites saines. Par exemple, je vais en soirée quand je suis adolescent, ok, je peux boire, mais je ne suis pas obligée de boire jusqu'à être complètement saoul et faire des conneries, tu vois. Donc, je suis responsable de savoir ce qui est juste pour moi et de me mettre mes propres limites. Et ça peut être fait que si le parent, quand il est petit, c'est mettre des limites à l'enfant sans que ce soit dans l'autoritarisme, c'est-à-dire je t'impose mon truc et tu obéis, point barre, et sans que ce soit, il n'y a aucune règle, je ne suis pas là, de toute façon tu te débrouilles. Voilà. Parce que c'est hyper angoissant quand il n'y a aucune règle, si tu veux, quand il n'y a aucun cadre, c'est très anxiogène pour des enfants. Moi, je me rappelle avoir une patiente qui était dans, pas les écoles Montessori, mais des écoles comme ça, où il y avait des écoles expérimentales, où il y des avait écoles vraiment… alternatives. Oui, qu'il n'y avait aucune règle, tout était permis, etc. Donc, c'était hyper non structurant. Donc, ça lui a collé des angoisses à l'âge adulte. Elle ne sait plus, elle est devenue borderline. Enfin, c'est compliqué, quoi. Parce que quand il n'y a aucun adulte qui cadre et qui donne justement cette structure, bah, ça devient anxiogène aussi. Donc, c'est trop, c'est l'autoritarisme. Trop peu, c'est oh là là, on me laisse tout faire, mais moi, je fais quoi finalement, tu vois? Ouais, finalement, quand on est dans cette phase de construction psychologique structurante autour des règles, on va finir par aller les chercher soi-même, les limites, quoi. C'est ça. Donc, et puis soit on y arrive, soit on n'y arrive pas, mais des fois on peut y arriver avec des conséquences qui sont non négligeables.
ben, comme les scarifications, je vais tester les limites sur moi en me Les, détruisant, tu vois, pour voir jusqu'où j'existe, quoi. Si les j'ai pas un addictions. cadre structurant à l'extérieur, je peux pas me tenir, quoi. Je peux pas m'adosser. Donc, Bien c'est sûr. anxiogène et cette anxiété se traduit parfois par des troubles d'autodestruction. Hein. Ça arrive Mhm. souvent chez les Mhm. ados. Oui, d'autodestruction. Après, effectivement, tous les jeux à risque qu'il peut y avoir au travers des, je sais pas, des- Roulette, la roulette russe, les trucs, tous les et- jeux divers et variés. voilà, des provocations avec les forces de l'ordre, des choses comme ça qu'il peut y avoir un peu. Ah, Euh, et puis, si c'est des jeunes filles, aller se mettre, s'exposer pour se faire violer parce qu'il n'y a pas de limite. Enfin, tu vois, donc, c'est important ces histoires de limites saines, c'est aussi apprendre à l'enfant à sentir jusqu'où il va poser lui ses limites. Il faut expliquer, il y a un travail d'explication sans forcer, sans imposer, mais d'expliquer pourquoi c'est important de mettre des règles dans la vie, quoi. Et c'est pour se préserver en général. Hein. Ouais. Donc, tous ces manques, on va dire, évidemment, tous les parents ne cumulent pas ces points de négligence, hein, mais comment, donc on a vu en même temps qu'on les a abordés, ces différents manques, on a vu quelles étaient les conséquences hein, sur la structuration d'un enfant et son développement psychologique. Et comment on peut, enfin en tout cas, comment un parent qui prend conscience que sur certains points, il y a un peu des failles ou des manquements, etc., qu'est-ce qu'il peut faire ou quand une personne se rend compte qu'elle a vécu elle-même ça, est-ce qu'il y a des... Enfin, c'est peut-être deux points différents, Marc, hein, mais... On va commencer par celui-là, parce que quand euh, tu reproduis un schéma, par exemple la négligence, sans le faire exprès ou en le faisant, en général, ce n'est pas forcément intentionnel. Hein. Donc, tu reproduis le schéma, soit tu fais comme, soit tu fais contre. D'accord. Donc, soit tu fais, ben, tu es un peu absent, tu les laisses un peu livrer à eux-mêmes, tu travailles trop, enfin voilà. Bon, tu es, à l'ouest, quoi. Tu es tellement préoccupé, tu as tellement de problèmes à l'intérieur de toi que tu ne peux pas gérer, en fait. Tu es débordé toi-même, donc tu es négligent parce que tu n'arrives pas à gérer tes enfants, d'accord. Donc, ça peut être aussi. Alors, c'est déjà pas la peine de se mettre de la culpabilité en veux-tu, en voilà, en se mettant je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père, j'arrive à rien, je suis nulle, etc. Ça ne va rien changer. Hein, le problème, c'est plutôt de voir on fait de son mieux à chaque fois. Et est-ce que c'est possible de corriger le tir, tu vois. Donc, c'est pas faire ni comme ni contre, parce que contre, ça voudrait dire devenir un très bon parent et être, si tu as eu un parent négligent, c'est devenir un parent super, et là, ça va devenir la surprotection. C'est super derrière, donc c'est pas ça non plus. Donc, c'est vraiment être un juste milieu, quoi. à juste milieu. C'est je passe du temps de qualité. Je pense que c'est pas besoin de passer non plus un temps, voilà. Mais vous passez un temps de qualité, vous êtes à l'écoute des besoins de l'enfant. C'est ça, être un bon parent. Est-ce que je peux être à l'écoute de ses besoins et savoir ce qu'est un besoin, quels sont les besoins. Si vous ne savez pas, vous allez dans la liste en communication non violente, vous allez voir la liste des besoins, parce que ça existe sur Internet. Hein. C'est quoi les besoins? Vous allez vous renseigner. C'est quoi les besoins d'un enfant à tel âge, à tel âge, à tel âge. Les besoins des enfants ne sont pas les mêmes selon les âges. Voilà. Donc, c'est quoi un nourrisson? C'est important aussi de connaître votre public. C'est comme un enseignant. Si tu ne connais pas comment fonctionne un nourrisson de 0 à 2 ans, tu ne connais pas ses besoins. Si tu ne sais pas de 2 à 5 de quoi il a besoin, pareil, un adolescent, ça ne fonctionne pas comme un enfant. Donc, il faut connaître le stade du développement de l'enfant, avoir un peu d'infos pour identifier quels sont les besoins de l'enfant à ce moment-là. Et donc, est-ce qu'on peut, par exemple, confier à d'autres personnes quand on sait qu'on a un manque sur quelque chose, sur Oui, un... bien sûr. Si tu bosses comme un fou et que tu sais que tu ne peux pas faire autrement, c'est des conditions comme ça, bah oui, il va falloir trouver des relais. C'est même ça, hein, de trouver des relais, des substituts parentaux. Je te rappelle qu'avant, ils vivaient en tribu. Hein. Donc, quand ils vivaient en tribu, ils avaient plus d'appui parce qu'il y avait des relais. Donc, toi, quand tu es crevé et que tu n'en peux plus, que tu es à l'ouest et que tu ne peux pas gérer, à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre à ta place qui va être à l'écoute. Ce n'est pas facile d'être un parent. Il faut être à l'écoute, il faut être présent, il faut être disponible. C'est extrêmement exigeant comme fonction. Il faut Tout être à fait. pédagogue, il faut avoir de la patience, il faut répondre aux besoins qui est là. Donc, c'est extrêmement exigeant. Donc, plus il y a des relais, et mieux c'est. Et plus vous allez passer le relais à quelqu'un qui, lui, est plus à même de pouvoir gérer, à ce moment-là, plus vous pouvez aussi prendre soin de votre propre enfant intérieur, aller vous reposer, vous amuser, vous détendre, faire des choses pour vous,
pour que vous puissiez ensuite refaire face à la fonction parentale qui est exigeante. Ok, eh bien, on a bien abordé ce point en profondeur et puis on a fait un panorama assez large, en tout cas, je trouve. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait à rajouter sur cette thématique-là qui te Je pense que viendrait sur la l'esprit? négligence, on a fait un peu le tour. Ouais. Moi, je voudrais quand même conclure en disant évitez de vous, si vous vous retrouvez dans cette question de la négligence, soit parce que vous travaillez trop, ou parce que vous êtes mal en point et que du coup vous devenez un parent négligent, ou que vous avez remarqué que vos parents étaient négligents et que du coup vous avez des restes, des résidus de ça en tant qu'adulte, hein, parce que ça, en tant qu'adulte, si vous avez eu des parents négligents, vous allez être carencé. Donc, vous manquez d'amour, vous courez après le prince charmant si vous êtes une femme, après la femme idéale, vous êtes dépendant affectif, c'est ça, hein, les carences. Hein. Vous manquez d'encouragement, donc vous avez manqué d'encouragement, donc vous vous trouvez nul, vous trouvez que vous n'avez pas de valeur, vous avez des problèmes de confiance en soi. Donc, il y a plein de traces, en fait, de parents qui ont été négligents. Et donc, du coup, vous faites de la thérapie pour essayer de vous en sortir. Vous faites bien, d'ailleurs. Hein. Mais c'est sûr que ça laisse des traces, malheureusement. Donc, si vous êtes en train de jouer à la fonction parentale, sans vous mettre trop de pression pour être un parent excellent, ça, c'est juste pas possible, on l'avait dit la dernière fois, mais essayez de voir comment vous pouvez répondre aux besoins de l'enfant selon l'âge lequel il a. Et puis, voilà, bon, déjà, on a pas mal fait le tour de la question. On fera les autres thématiques comme la maltraitance, la surprotection et les abus la prochaine fois, enfin, dans d'autres vidéos. À savoir aussi, si vous aimez mon travail, j'ai créé une catégorie abonnés exclusifs parce que je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Je le dis à chaque fois, mais je le redis. Donc, c'est sur votre ordinateur, il y a un bouton rejoindre la communauté. Et là, vous pouvez avoir droit à toutes les conférences longues et puis de poser des questions. Et en général, j'y réponds pour les abonnés exclusifs. Voilà. Ok. Et puis, bien évidemment, n'oubliez pas, en tout cas sur cette vidéo-là, de mettre votre petit commentaire, de liker, de partager. Je suis sûr que vous connaissez autour de vous peut-être des parents qui auraient besoin de voir cette petite vidéo-là. En tout cas, si ça peut aider, si ça peut les aider, et bien évidemment, par conséquent, aider les enfants qui grandissent, n'hésitez pas à leur partager. Je suis sûr que ça leur fera du bien. Oui, Donc, tu as raison, parce que nos enfants d'aujourd'hui sont nos adultes en devenir. Donc, absolument. l'accompagnement aux enfants, c'est quelque chose vraiment, c'est un thème essentiel, essentiel. Tout à fait. Incontournable même. Mm. Mm. Voilà. Merci en tout cas, Véronique, pour Ouais. pour cet échange À bientôt. génial. À bientôt. Salut.